passes du désert à la haute montagne, à nouveau désert à la haute montagne, assez fréquemment. Du coup, c'est de s'adapter, s'acclimater. Puis vu que quand même tu as cette pression quand tu vas vers le nord, c'est d'arriver avant l'hiver. Donc tu vas quand même faire des gros kilomètres. En général, je faisais en moyenne 40 kilomètres par jour. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine un parcours tout aussi authentique qu'inspirant. Je suis Loïc Blanchard, ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui coach et cofondateur de Papyrus, la solution qui permet aux entreprises d'engager et de retenir leurs talents. Ma mission est de vous aider à prendre conscience que l'impossible est possible, de vous autoriser à rêver, de passer à l'action et de vous donner les moyens de repousser vos limites. Cette semaine, je reçois Rémi. Rémi, c'est un marcheur au long cours qui a récemment bouclé le CDT, le Continental Divide Trail, un sentier de randonnée au long cours de 5000 km qui traverse les États-Unis depuis la frontière mexicaine jusqu'au Canada. Dans cet épisode, on parle bien évidemment de résilience et de dépassement de soi, à travers le récit d'anecdotes croustillantes que Rémi nous partage et qu'il a pu vivre au cours de ses 5 mois d'aventure. Alors c'est parti, on boucle les sacs à dos et on part aux États-Unis sur le CDT avec Rémi. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Rémi sur le podcast. Merci Loïc pour cet accueil, c'est super. Écoute, avec grand plaisir, très content qu'on ait à nouveau un membre de la communauté des marcheurs fous, puisqu'on avait commencé avec Jeanne. Ensuite, on avait eu Béatrice, on a eu Cindy et maintenant Rémi. Donc, génial que tu sois là pour nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais, ton parcours. On va peut-être commencer par ça. Et puis on rentrera dans le détail de la dernière aventure, franchement complètement folle que tu as réalisée il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis bien content qu'on puisse prendre le temps aujourd'hui pour parler de tout ça. Je te laisse peut-être commencer par le commencement, nous expliquer qui est Rémi. Ok, très bien. Du coup, moi, c'est Rémi, j'ai 29 ans. Je suis né aux États-Unis, à Eugène, dans l'Oregon, mais j'ai grandi en France. J'ai un peu vécu en Allemagne et puis je faisais des allers-retours entre les États-Unis pour voir ma famille aux États-Unis. Et donc, moi, ma grande passion depuis ces dernières années, depuis 2018, c'est de marcher, des marches plutôt long cours. Et donc, j'ai fait plusieurs traversées. La première, en 2018, j'ai fait la traversée du Tyrol, donc du sud de l'Allemagne jusqu'à l'Italie. C'est le E5, ça s'appelle, le sentier. Ensuite, en 2019, là, beaucoup plus long, j'ai fait le Pacific Crest Trail, le fameux. Ah, la classe. Et 2020, là, c'était plus court. J'ai fait le GR54, les écrans, c'était un peu plus compliqué avec le Covid. 2021, là, je suis reparti sur encore la France. J'ai fait traverser des Alpes, de la Corse et de la Provence, sans vraiment de plan. C'était un peu selon ce qu'on me disait. Il faut que tu ailles par-ci, il faut que tu ailles par-là. C'était assez rigolo. Et enfin, là, des dernières aventures, là, c'était cet été, entre avril et septembre, j'ai fait la traversée des Rocheuses, le fameux Continental Divide Trail, CDT, pour ceux qui connaissent. Excellent. Waouh. Ouais, donc déjà PCT, CDT, des gros morceaux. Bon, le GR5, je crois que c'est quand même aussi costaud. Hein. C'est Dans les quoi? Ça doit 600 être 30 jours. kilomètres. Ouais. Ok, ouais. Donc c'est quand même aussi costaud. Surtout si t'as enchaîné. Donc t'as fait quoi? GR5, GR20 et en Provence, c'était quoi? C'était le GR99. Je suis parti de Menton. Non, pas Menton. Le Grand Port, c'est À Toulon? Toulon, merci. Ouais. Toulon jusqu'à les gorges du Verdon. D'accord, ok, d'accord. Et je Ok. pense que je devais être le seul marcheur au mois d'août. C'est assez fou. Je crois qu'il y avait des alertes incendies. Il n'y avait pas d'eau. Du coup, j'allais dans les cimetières pour me ravitailler en eau. Je crois que j'ai Ouais. jamais été autant au cimetière de ma vie. Ouais. Ça, cet été, c'était quand même assez compliqué dans le coin. Je me rappelle de journées à 42 degrés ici à Aix. C'était intense. Ah ouais, non, ça rigole pas, là. Ouais, non, ça rigole pas. Malheureusement, ça va pas aller en s'améliorant. Bah non, non. Ok, donc récemment, le Continental Divide Trail. Donc,
c'est une traversée. Du coup, donc tu pars avec la frontière avec le Mexique Ah oui, et tu montes au Canada. et tu montes au Canada. Comme le Pacifique Crest Trail, là, c'est plus les États du centre. Ouais. Donc, et par les Rocheuses. Donc, tu fais d'abord, tu es dans le désert, c'est le Nouveau-Mexique. Après, les hautes montagnes du Colorado. Ensuite, tu passes par le Wyoming. Là, c'est plus varié. Tu fais désert, haute montagne et tu passes notamment par Yellowstone, que tout le monde connaît, hein. Et après, c'est Idaho, Montana, où là, c'est un peu bizarre. Tu fais un peu les deux. Puis après, tu passes vraiment au Montana et tu finis à Glacier National Park, qui vaut vraiment le détour, faut le dire. Génial. Et donc au total, juste pour qu'on ait un peu une idée, donc tu disais de avril à septembre, tu as vraiment marché de avril à septembre ou il y a eu des périodes de pause de plusieurs semaines par exemple au milieu? Du coup, j'ai commencé, c'était le 26 avril, où j'ai commencé vraiment à la frontière avec le Mexique. Et après, je suis arrivé le 6 septembre à Glacier, à la frontière avec le Canada. Et il y a juste un moment où j'ai pas pu finir en fait le Nouveau-Mexique parce qu'il y avait des alertes incendies, ils ont fermé les forêts nationales. Et du coup là, avec des randonneurs, on a sympathisé et on a loué un van et on a fait un road trip pendant 9 jours pour attendre parce qu'on était encore que à mi-mai, et c'était un peu encore trop tôt pour accéder aux hautes montagnes. C'était à plus de 4000 quand même au Ah Colorado. oui. Donc ça faisait un peu tôt pour rentrer. Donc c'est dit bah, d'abord ouais, de profiter quoi, du beau temps plutôt du Nouveau-Mexique. Et donc on a fait des découvertes d'anciennes ruines de natifs américains. On a fait du frisbee golf. C'était assez rigolo dans le désert. Par contre, des fois, tu avais des grosses bourrasques de vent, donc après, il fallait rechercher son frisbee. Ça, c'était vraiment rigolo. Et enfin, le plus fou qu'on ait fait, on allait faire le parc national Great Sand Dunes National Park dans le Colorado, hein. Et là, tu as à la fois les grandes dunes de sable, style dune du Pilat, hein. Et derrière, tu as des hautes montagnes, les San Cristo, si je dis pas de bêtises. Et c'est des hautes montagnes à 4000 enneigées. Et ça, c'est au même endroit. T'as l'impression que c'est Star Waouh. Trek, quoi, la hauteur. Ouais. Et Ah, non, c'est punaise. complètement dingue. Donc, Et on du a coup, fait ça. cette pause en van, elle a duré combien de temps? C'était neuf Enfin, ce jours. voyage dans le voyage. 9 jours? Ouais. Et Ok. on a attendu ouais, une fois que les conditions étaient meilleures pour rentrer dans le Colorado, hein, et pouvoir continuer ensuite le périple. D'accord. Ouais, donc il y a moins de 2 semaines entre fin avril, début septembre où t'as pas marché, donc c'était quand même un sacré périple. T'as en tête le nombre de kilomètres que ça représente le Euh, CDT? du coup, en totalité, si tu fais vraiment le sentier en tout, c'est 5000 kilomètres. Wouah. Et après, ce qui est particularité que le CDT, contrairement par exemple au Pacific Crest Trail, c'est qu'il n'est pas encore fini, hein. Et le Pacific Crest Trail, tu as juste un sentier et c'est tout, quoi. Alors que le CDT, t'as plein de sentiers et après en fait, tu choisis un peu ton aventure, tu choisis ce que tu veux faire. Donc, t'as ton appli qui s'appelle GoTook. Maintenant, enfin, c'est Far Out. Et du coup, tu as le tracé officiel, c'est la ligne rouge. Mais après, tu peux avoir la ligne rose, la ligne bleue, la ligne jaune, etc. Et donc après, tu choisis, ah bah là, ça m'intéresse, je vais plutôt faire la bleue, là, la violette, et ainsi de suite. D'accord. Ah, je savais pas du tout qu'il n'y avait pas de tracé unique sur celui-ci. Et ouais, Ok. ouais, c'est le plus récent, hein. Je crois qu'il date des années 80, alors que Appalachian, la côte Est, c'est les années 30. PCT, c'est plus les années 60, donc ils ont eu beaucoup plus de temps et une plus grosse communauté hein, pour le finir, alors que le CDT, ouais, c'est toujours en cours, puis c'est des endroits quand même bien plus isolés, hein. Donc c'est pas toujours évident d'envoyer des équipes pour bosser sur les sentiers, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, au moment où on enregistre, tu vois, justement, la semaine prochaine, il y a un épisode qui sort avec, bon, il sera déjà sorti, donc je peux le dire, avec un smoke jumper, donc un Français, mais qui est D'accord. smoke jumper au Canada. Et on parlait justement de cette notion de grands espaces, tu vois, d'immensité absolue. Il Ah ouais, expliquait que complètement. lui, donc il est pompier, hein, en gros, c'est pompier Mhm. parachutiste, que la zone sur laquelle il intervient, je crois qu'ils sont en tout 80.
si je dis plus de bêtises, si je dis pas de bêtises. C'est la superficie de la France, tu vois. Donc, ils sont 80 Ouais. pompiers pour l'équivalent de la France en superficie. Donc, ça te fait un peu te rendre compte de, tu vois, de l'énormité de la chose quand tu dis que ça prend du temps parce que c'est un peu isolé, qu'il y a pas forcément, c'est difficile d'envoyer des gens. Ouais, voilà, à l'échelle des États-Unis, il faut bien se rendre compte qu'il y a un paquet de coins qui sont quand même paumés, quoi. Tu vois, c'est pas le Ah ouais. GR20 où tu as une route et à proximité quasi tout le temps, quoi. Ouais, puis par exemple, le Wyoming, c'est le 10e État, mais il y a moins d'habitants que Nantes aglo, quoi. Alors que c'est tout Ah petit. ouais. 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 Ok. Je crois que tu as 500 000 habitants dans tout le Wyoming et Nantes aglo, ouais, c'est 800 000. Donc Ok. Oh c'est assez punaise. vide. Et tu le ressens Mais bien, du hein. coup, bah ouais, c'est ce que j'allais te demander. À quoi ça ressemble au quotidien pour toi? J'imagine que ça dépend aussi des sections, mais une fois que tu te lances sur le sentier, c'est quoi l'impact de cet isolement en termes de logistique, de planification, d'accès aux secours potentiellement? Et bah du coup, bah, t'as quand même l'application qui est vachement sécurisante, t'as le GPS en permanence. Du coup, tu sais à peu près où t'es quand même. Avec des fois, t'es dans les canyons, donc t'as pas trop de réception, mais globalement, pardon, tu sais où t'es. Donc déjà, c'est quand même sécurisant par rapport à les randonneurs qui faisaient ça dans les années 80, ils faisaient juste ça à la carte, au compas, t'avais plus de chances de te perdre. Là, quand même, à ce niveau-là, t'as quand même moins de risques. Ouais. Après aussi, le gros risque, c'était surtout dans la partie désertique, c'était le manque d'eau. Donc, il y avait des grosses parties où t'avais pas d'eau pendant 30-40 kilomètres. Donc là, il fallait bien gérer son eau. Et bah, j'ai une anecdote en tête, ouais, où bah, on a mal géré avec d'autres randonneurs. Il y avait 50 kilomètres où on n'avait plus d'eau. Enfin, il n'y a pas de... Entre Ah ouais, quand même. la source et la prochaine, ouais, il y avait 50 Ouais. kilomètres. Et on pensait avec 5 litres qu'on en allait être large, et en fait, pas du tout. Et gros coup de bol, il y avait une route et on a réussi à arrêter des pick-up. Ils nous ont donné de l'eau. Du coup, bah, heureusement, ça s'est bien fini, mais là, on n'était pas serein quand même sur le coup. Puis en Parce plus, que vous aviez plus d'eau à ah partir de ouais, combien de ouais. kilomètres? Et bah, on avait fait 30 et il nous restait encore 20. Et Ah donc, ouais. on se dit, oula. Mais après, ouais, c'était la possibilité. Bah, soit on s'est dit, bah, on arrive à arrêter des gens et à avoir de l'eau et on continue, hein. Ou soit, bah, tant pis, on fait du stop et on va en ville, quoi, parce qu'on n'a plus d'eau et faut pas Ouais. non plus prendre trop de risques. Ouais. Ok, ouais, donc t'as quand même. J'ai pas souvenir, tu vois. Bah, tu peux. J'allais dire, j'ai pas souvenir avec Cindy on avait évoqué cette notion d'isolement total. Mais du coup, comme t'as fait les deux, PCT et CDT, bah, tu peux comparer. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment beaucoup plus isolé et une fois que t'es engagé sur le CDT que sur le PCT? Ouais, ouais, je pense que c'est beaucoup plus isolé. Puis même quand les villes, c'est vraiment des toutes petites villes sur le CDT, hein. Et des fois, t'as juste genre une poste, un bar et c'est tout, quoi. Ah ouais. Donc, ouais, puis t'as genre une centaine d'habitants. Surtout quand c'est plus tu vas au nord, plus tous les États, ouais, Wyoming et Montana, hein. Où là, ouais, vraiment, tu ressens, ouais, que c'est isolé, que t'as l'impression que tu reviens 40 ans en arrière. Ah ouais, ouais, t'as l'impression que tu fais un voyage dans le temps, en fait, presque, quand tu vas dans ces petites villes-là. Puis même les gens, leur manière de penser, c'est encore comme un peu plus comme avant, ouais. Ah, c'est intéressant ça. T'as des anecdotes sur ce type de rencontres qui te font dire que c'était un peu un voyage dans le temps? Et bah ouais, bah déjà, ouais, tout ce qui est Internet, téléphone, enfin, ils étaient pas trop au fait. Enfin, même puis ça marche pas toujours forcément, donc ils comptent moins dessus que nous, citadins, on est à fond. T'es toujours sur ton téléphone, beaucoup moins. Et ils sont plus, ouais, à voyager en pick-up, de village en village. Enfin, c'est vraiment différent par rapport à nous, Européens, comment on vit. Ça a rien à Ouais, voir. ouais, ouais. Ok. Du coup, côté logistique, t'es parti. Comment est-ce que tu as planifié tout ça? Est-ce que tu savais déjà à l'avance où est-ce que tu allais dormir, les points de ravitaillement? J'imagine quand tu pars pour autant de temps, tu prévois du matériel genre une deuxième paire de chaussures, je suppose, ou ce genre de choses.
Donc, comment ça s'est planifié le CDT pour toi? Du coup, déjà, j'avais le matériel de base, c'est tout ce qui est sac à dos, sac de couchage. Enfin, là, j'ai un quilt maintenant. J'ai essayé ouais, d'être le plus léger possible, vu que je savais que j'allais avoir pas mal de sections où j'avais beaucoup d'eau à porter ou de nourriture, parce que des fois, j'avais des sections où j'avais jusqu'à 7 8 jours en autonomie totale. Donc, il fallait que je sois le plus léger possible pour pouvoir porter beaucoup d'eau et de nourriture. Donc j'ai beaucoup regardé ouais, pour regarder pour avoir du matériel ouais, le plus léger Ouais. possible. Donc par exemple mon sac il faisait 800 grammes juste le sac, alors qu'avant sur le PCT le sac il faisait 2,20 kg. Enfin déjà j'ai fait Ouais. au mieux ouais pour vachement m'alléger, puis pour ensuite ouais quand je devais porter par exemple 5 litres d'eau, tu rajoutes tout de suite 5 kilos, c'est pas négligeable. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis après, il faut faire ça par étapes, hein. C'est tellement long, hein. Tu pars 5 mois, hein. Tu peux pas prévoir tout de A à Z, donc il faut vraiment être flexible. Et il faut vraiment faire étape par étape. Donc tu fais de la ville A jusqu'à la ville B. Tu dis, voilà, je vais mettre 5 jours, il me faut tant de bouffe, tant d'eau de tel point à tel point. Attention, là, il y en aura moins, il faudra que je fasse vigilant, hein. Et après, une fois que tu arrives à la ville, et souvent il fallait faire du stop pour aller à la ville. C'était le sentier, tu restes quand même dans la montagne ou dans des endroits plutôt isolés. Tu passes pas toujours par la ville, il faut souvent faire du Ok. stop. Et après, tu replanifies une fois que tu es dans la ville. Tu dis, bon, la prochaine ville, elle est dans tant de kilomètres. Ou, du coup, c'était en miles plutôt aux États-Unis, hein. Ouais. Et puis après, tu te dis, voilà, moi j'arrive quotidiennement à faire 20 miles, 25 miles, 30 miles, selon les types de terrain. Et donc tu te dis, ouais, là, ça fait 4 jours, 5 jours, et après en fonction, tu bases toute la logistique là-dessus, hein. Ok. Et des fois, tu sais que tu n'auras pas de magasin, hein, où tu pourras pas donc acheter de nourriture, hein. Mais tu sais qu'il y a une pause, donc tu vas te envoyer un colis rempli de nourriture pour être sûr, Ouais, quand tu y es. ouais, ça c'est un truc que j'ai lu. Où est-ce que j'avais lu ça? Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais j'ai déjà lu des récits. Alors je crois que c'était de l'Appalachian Trade, de gens qui faisaient ça, tu vois, qui s'envoyaient des boîtes, etc. Et puis Cindy en avait parlé. Mais du coup, ça m'a toujours un peu intrigué parce que je sais pas si on a un système aussi organisé que ce qui se fait aux États-Unis et en Europe. En France, en tout cas, je suis pas du tout au courant. Mais du coup, comment est-ce que tu le gères? Tu vas dans un bureau de poste vraiment avec tes cartons remplis de bouffe et tu leur demandes de les expédier à une certaine date, sachant que tu n'es quand même pas certain d'arriver à ta destination en temps et en heure. Et ouais, du coup, donc déjà, tu vas récupérer un carton, hein, à la poste, et ensuite tu vas à l'hôtel en général, c'est comme ça que ça se passait, puis tu le remplis de toute la nourriture que tu estimais que tu avais besoin, hein. Et après, tu retournes à la poste et tu l'envoies, hein, et tu marques bien ton nom, prénom, hein, puis ton nom de trail aussi, hein. Ça, Ah oui, les, c'est vrai. il y a pas mal, ouais, ça marche beaucoup là-bas, les surnoms pour les randonneurs, hein. Et par exemple, moi, mon surnom, c'était Mummy, hein, donc la momie, hein, Ok. parce que ça venait du PCT, en fait. Ouais, c'était la première fois que je randonnais dans le désert, hein. Et j'avais mal géré mon coup. J'avais des chaussures qui sont rapidement venues trop petites, hein, parce que mes pieds ont gonflé, hein. Et du coup, je marchais après, je pouvais plus rentrer dans les chaussures, et je marchais pieds nus et j'avais plein de bandages sur mes pieds, hein. Ah ouais, d'accord. Et il y a un Brésilien, un autre randonneur qui me fait: «Ah, on dirait une momie», puis après, c'est resté. Excellent. Et du coup, et pour en venir pour les colis, donc c'est comme ça, ouais, tu fais tout à l'hôtel, tu remplis ton colis, puis après tu l'envoies à la ville où tu estimes où tu en auras besoin, ou si des fois, tu en envoies 2 ou 3. Si tu es dans une grande ville et tu sais que les 3 prochaines villes, tu pourras pas te ravitailler, hein. Et après, tu indiques bien l'estimation de quand tu arriveras, hein. Et de bien le garder quoi, en attendant que tu le retires. Ouais.
Ok. Et puis après, souvent ces villes-là, ils ont l'habitude, vu qu'ils sont sur les sentiers, c'est très courant chaque été. Beaucoup de randonneurs, surtout les Américains, ils utilisent énormément. Et du coup, les postiers ont l'habitude. Mais donc tu contactes les... Parce que je te pose la question, ça m'intéresse parce que j'avais regardé, j'avais tenté avant le Covid, enfin j'avais tenté. Si je m'étais vraiment acharné, ça se serait passé, mais c'était devenu un peu compliqué. J'avais voulu organiser une traversée de l'Islande Mhm. nord-sud. Et tu as moyen, donc solo, en autonomie, mais tu as quand même moyen de te ravitailler au milieu dans des refuges islandais où il faut faire la même chose, c'est-à-dire envoyer des colis, etc. Par contre, il fallait absolument prendre contact avant avec le refuge, et c'était pas sûr côté date d'ouverture du refuge, machin. Enfin, c'était une petite complexité à gérer en plus. Du coup, je me demande quand tu pars, c'est pour ça que je te posais cette question, quand tu pars pour 5000 bornes, je sais pas si tu as noté combien de ravitaux tu as eu, mais j'imagine qu'il faut que le système soit quand même hyper rodé pour que tu saches qui contacter dans quelle ville en amont pour leur envoyer tes colis, vérifier qu'ils peuvent bien le réceptionner, etc. Et après, c'est avec la communauté, donc tu demandes aussi aux autres randonneurs, donc chacun a ses infos, hein. Et Ok, aussi, comme je disais, je parlais de l'application Gotook, qui maintenant qui s'appelle Farout aussi, hein. Tout est renseigné en fait, donc tu as les points d'eau, les prochaines villes. ok, Et donc, tu peux aussi, dans les villes, ils te disent, on vous conseille plutôt de l'envoyer. Enfin, les randonneurs, on peut se laisser des notes, hein, des commentaires. Et donc, on peut se dire, il vaut mieux l'envoyer à tel hôtel ou à tel magasin. Ils sont assez fiables, ils gardent les colis. Ou non, non, surtout, éviter. Ils ont perdu mon colis. J'ai tout perdu, quoi. J'ai dû attendre une semaine avant d'avoir un nouveau colis. Donc c'est vraiment ouais, ouais, bouche-oreille ou avec les ok, réseaux quoi, que tu crées en fait ta logistique. ok, ok. Ouais, ça c'est top qu'il y ait ce genre d'appli. Je sais pas s'il y a l'équivalent en France d'appli comme ça communautaire pour des treks. Bah, je sais que maintenant là c'est le nouveau c'est Exatrek. Ah Euh, oui, alors tiens, ça, bah, on peut peut-être ouvrir une parenthèse, hein. Je t'avais dit qu'on ouvrirait des parenthèses dans l'épisode. c'est Mais sûr. Exatrek, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que j'ai vu pas mal d'un, enfin, j'ai vu le nom passer à droite à gauche, mais qu'est-ce que c'est exactement le concept? Bah, du coup ouais, c'est un ancien qui a fait le Pacific Crest Trail, un Français qui l'a fait en 2020 ou 21 si je me trompe pas, hein. Et qui a adoré le concept et qui a voulu le faire aussi en France. Et du coup, il a créé un tracé avec un autre Français, je crois que je sais plus son nom, ça m'échappe. Et donc, ils ont regroupé plein de GR et de GRP pour faire un sentier de 3000 km qui relie donc l'est de la France avec la frontière avec l'Allemagne jusqu'à les Pyrénées et l'océan Atlantique. Ok, Et en passant principalement ouais, par les montagnes. Donc le Jura, les Alpes, tu passes par les gorges de l'Ardèche, puis tu finis dans les Pyrénées et enfin à l'océan Atlantique, ou dans l'autre sens, hein, si tu veux remonter après vers l'Alsace. d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Donc, et du coup, je suis en train d'aller voir là, 3034 kilomètres. D'accord. Et donc, eux, ils ont créé. Ok, ouais, donc tu pars en gros du nord de Strasbourg, Ouais, c'est tu ça. descends vers Monaco, tu passes au-dessus de Montpellier, tu descends vers la frontière espagnole, l'Andorre, et tu vas jusqu'à. J'ai l'impression que c'est Biarritz au bout. Ok, d'accord. Ah, j'aurais pas cru, tu vois, qu'il y ait 3000 kilomètres sur cette trace. Et donc, eux, ils ont créé une appli pour. Ils sont bien beaucoup inspirés justement de cette appli dont j'en parlais, D'accord. ouais, de Gotook. Et c'est le même principe, ça t'indique les points d'eau, les prochains villes de ravitaillement, s'il y a des refuges, des points d'intérêt, hein. Et
Et donc là, c'était la Génial. première édition, donc je pense qu'il y aura matière après d'améliorer Ouais. chaque année l'application pour qu'elle soit plus en plus performante. Ah bah, c'est top, je vois qu'il y a les cartes hors connexion, ça c'est génial. Les points de bivouac, les points d'eau. Ça, franchement, je le dis souvent sur les podcasts avec des marcheurs, mais l'emplacement des points d'eau et les bivouacs, je sais pas pourquoi, c'est un de mes gros flips, tu vois. Quand je pars sur des treks, que ce soit en France, à l'étranger, il faut que j'ai l'info de où est-ce qu'il y a de l'eau, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est Donc, primordial, hein, surtout quand tu es dans le ouais, désert. Encore quand tu es en haute montagne, tu as plus d'eau, donc enfin, tu as toujours des petits cours d'eau. Donc ouais, tu peux avoir juste 1 litre, ça suffit. Mais ouais, dès que tu es dans des milieux désertiques, là, c'est plus récent. Et c'est vrai que c'est rassurant quand tu vois qu'il y a un point d'eau et que tu vois des commentaires récents qui disent bah, c'est bon, j'ai trouvé de l'eau. Là, tout de suite, tu as moins de pression. Tu dis ouf, je peux quand même. Dans ouais, 3 kilomètres, je suis sûr à 100% d'avoir de l'eau. ouais, Ça, ouais, c'est c'est quand même vrai que top. c'est rassurant. Excellent. Ok, donc bah, cool de voir que la technologie se met au service des aventuriers, des Ouais, marcheurs ça, au long c'est cours en l'occurrence, ça c'est ouais, top. c'est bien pratique. Ouais. Ouais, j'imagine. Euh, Petite question peut-être pour prendre un peu de recul. Qu'est-ce que tu étais allé chercher toi à l'origine sur ce CDT? Bah, toujours ouais, le dépassement. Voilà, après avoir fait le Pacifique Crest Trail, c'était quand même 4260. Je me suis dit, est-ce que c'était un coup de chance ou bah, je pouvais faire encore plus? Puis bah, de me retrouver dans la nature sauvage, quoi, parce qu'on a en France. On a quand même moins de coins de sauvages avec des gros animaux comme les élans, les grizzlies, ou c'est vierge. Enfin, tu veux faire des jours et des jours sans voir une maison, une voiture. Et bah, en Europe, ouais, c'est de plus en plus rare de trouver des endroits si isolés, préservés de Ouais, l'impact humain. Et bah, c'était un peu ouais, une bouffée d'oxygène ouais, de voir autre chose, quoi. Puis surtout, ouais, c'était un peu un climat anxiogène avec le début de la guerre en Ukraine. Je savais pas trop ce qui se passait et puis ça m'a permis comme ça de me focaliser juste sur la nature ouais. et, juste ouais, de marcher tranquillement et de penser ouais, des choses plus terre à terre, juste bah, où je vais dormir, où je vais manger, etc. Excellent. Et sur cette notion de dépassement, tu disais que le PCT, tu t'étais posé la question à la fin, est-ce que c'était un coup de bol ou est-ce que tu avais, voilà, est-ce que tu étais capable quelque part de reproduire ce type d'aventure? Le dépassement, ça a ressemblé à quoi concrètement sur ton PCT, sur le CDT? Qu'est-ce qui a été difficile à gérer? Et bah, c'était ouais, ce changement de climat, hein. Tu passes du désert à la haute montagne, à nouveau au désert, à la haute montagne, assez fréquemment, hein. Du coup, ouais, bah, c'est de pouvoir bah, s'adapter, s'acclimater, hein. Puis vu que quand même tu as cette pression quand tu vas vers le nord, c'est d'arriver avant l'hiver, hein. Donc tu vas quand même Ah faire oui, des gros kilomètres. En général, je faisais en moyenne 40 kilomètres par jour, hein. Donc c'était vraiment ouais, de pouvoir répéter ce type d'effort au quotidien avec un sac ouais, de 15 kilos en moyenne. Et, ok. bah, c'était ouais, vraiment le dépassement, ouais, c'était vraiment de voir ouais, que je pouvais faire autant de kilomètres aussi longtemps et dans des Ouais. climats aussi variés, que ce soit dans le désert ou à 4000 mètres d'altitude au Colorado par exemple. Et est-ce que tu as une sorte. Parce que la plupart de tes nuits, tu les faisais en tente, je Oui, tout suppose? à fait, ouais. J'étais en Ouais, tente ok. ou la belle étoile, quand j'étais dans le désert, t'as même pas Ouais. besoin de tente, t'as peu de risque de pluie quand même. Et donc, tu avais quoi? Tu avais Ah, comment on appelle ça? Un matelas gonflable, une sorte Oui, Ah, comment on appelle ça? Un rouleau en mousse? Non, c'était matelas gonflable, toi? ouais, pendant les 3 premiers mois, j'avais un matelas gonflable et après, bah, il y avait trop de trous et donc il se dégonflait toute la nuit. Je pensais avoir trouvé la fuite et en fait, ça fuyait toujours. Donc après, j'ai juste pris un matelas en mousse pour la fin. Ok. Mais le niveau confort, ouais, c'est important de bien dormir.
Surtout quand tu fais des grosses journées, où tu marches Bah 6 oui. heures du matin jusqu'à 21 heures. Et donc, le sommeil, c'est super important de bien dormir. Donc, le matelas, quand même, gonflable, c'est top pour la récupération. Et oui, bah, c'est exactement pour ça que j'allais te le demander parce que euh, 40 kilomètres par jour, ça fait quand même pas mal, surtout avec 15 kilos. Puis s'il y a du dénivelé, des conditions météo qui changent Mm. beaucoup, etc. C'est pas juste la distance qu'il faut prendre en compte. Donc je me demandais, tu vois, si à un moment donné, il y a une sorte de fatigue qui s'installe, surtout si tu enchaînes les nuits sous tente, à la belle étoile, dans des conditions de confort bon, qui sont pas celles d'un hôtel. Ouais, ça, c'est sûr. Euh, et donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as dû gérer jusqu'à la fin ou à un moment donné, ton organisme s'est habitué et tu arrivé à dormir dans des conditions beaucoup plus spartiates, beaucoup plus facilement qu'au début de l'aventure? Et du coup, ouais, ce qui est très important au début, c'est de pas de partir trop vite, de bien gérer ses efforts, de bien prendre des jours off, où tu restes à l'hôtel et tu te reposes, tu te masses les jambes, tu te mets de la glace. Et c'est très important, ouais, pour éviter les blessures. Et parce que tu marches tous les jours, donc enfin, il faut éviter le plus possible, ouais, que ton corps dès le début soit explosé, quoi. Du coup, Ouais, c'est surtout au départ, ouais, qu'il faut être très très vigilant, hein. Et dès que tu as une alerte, ouais, de pas hésiter à s'arrêter, à mettre les pieds dans une rivière pour les rafraîchir, hein, si jamais tu as des zones chaudes. Et après, au final, plus tu fais, plus ton corps il s'habitue, et après, tu as besoin de moins de repos à la fin. Et même même à la fin, ouais, sur un petit matelas en mousse, t'as quoi? T'as juste 1 centimètre, tu dors quand même ouais, comme un roi parce que t'es tellement crevé de ta journée. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, il faut vraiment se réhabituer à dormir par terre. Mais assez rapidement, le corps il s'habitue, et limite après, ouais, c'est difficile de dormir quand tu reviens dans un lit. Tu dis, voilà, c'est c'est trop vrai. mou, c'était trop mou. Et mais après, ça revient très 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 vite, hein, je te rassure. Ok, Mais, ouais. le Ouais. confort quand même, surtout quand t'as été habitué. Pendant toute ma vie, j'ai été habitué à dormir dans des lits, donc ça revient très très rapidement. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser à une série. Je crois que ça fait un moment, ça doit faire bientôt 10 ans que je l'ai plus vu, mais Homeland, qui est tu sais, c'est sur un, je sais pas si tu l'as vu, sur Oui, un ancien un marine, non? soldat Ouais, américain. Ouais, et quand il revient, quand il est enfin libéré, il est incapable de dormir dans un lit, il faut qu'il dorme par terre, tu vois, parce qu'il est plus du tout habitué, plus du tout habitué à ça. Ok, bah écoute, super intéressant. Ce serait, tu vois, pour rester sur cette notion de dépassement, et même là, tu vois, moi j'entends même, c'est même de la résilience en fait. C'est habituer ton corps, ton esprit à la rusticité du défi que tu es en train de réaliser sur plusieurs mois. Euh, Est-ce que toi, il y a des anecdotes qui t'ont vraiment marqué et avec lesquelles tu reviens peut-être, alors j'allais dire, pas forcément meilleur, mais qui vont t'armer pour de prochaines aventures? Tout à fait, ouais. Je vais en revenir, oui, à mon surnom de momie, Ouais, la momie. Donc, sur le PCT, ouais, quand on a fait la traversée des Sierras. Donc, c'est les hautes montagnes de Californie centrale. Et c'était donc en 2019, et c'était une année plutôt enneigée. Et moi, plutôt, j'ai grandi à Nantes, donc très peu de neige. Enfin, c'était un peu nouveau, faire un peu de l'alpinisme en montagne avec de la neige, malgré que ce soit le mois de juin. Ouais, c'était vraiment nouveau pour moi. Et tu passes donc, quand tu fais la traversée des Sierras, le PCT passe très, très près du mont Whitney, hein, qui est la plus haute montagne de Californie, qui fait 4420, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est une vingtaine de kilomètres du sentier, donc tu te dis, c'est vraiment dommage de rater ça. ouais, Donc, je m'étais fait un ami savoyard, et on s'était dit, bon, on va faire la montée pendant la nuit pour arriver au lever du soleil au sommet, hein, et admirer, ouais, le lever de soleil sur les monts enneigés des Sierras.
Donc on s'était levé à minuit pour faire la phase d'approche. Et donc on arrive donc en bas du mont Whitney. Et là, bah, c'était vraiment c'était un mur de glace. Normalement, tu as les lacets, mais ouais, là, c'était vraiment que de la glace. Donc, bah, on avait des piolets et on n'avait même pas de crampons, c'était des micro-crampons. On commence à faire l'ascension, hein. Puis assez rapidement, je dis, oula, enfin, c'est quand même pas ma tasse de thé. Enfin, j'ai pas le bon équipement, j'ai pas l'expérience. Tu vois, je commençais à me poser des questions. Donc on avait trouvé un petit contrebas. Enfin, il y avait un petit bout de lacet, hein. On avait fait une pause et là, on commence vraiment à se poser des questions. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Et là, on voit plus bas qu'il y avait d'autres frontales et il y avait un autre groupe qui montait, hein. Donc on les a appelés et donc après on s'est retrouvé donc à 2 plus 2. Donc il y avait deux autres Américains qui nous ont rejoints et on a fait l'ascension à 4. Et donc là, on était tous plus contents, revigorés d'être bah, plus nombreux parce que c'est quand même des conditions assez difficiles, escalader de la glace. Et bah, miracle pour moi, je réussis à atteindre le sommet, hein. Et bah, très très content, c'était le meilleur jour de ma vie. Enfin, ce lever de soleil où c'est rose, orange, jaune, puis avec ces montagnes enneigées à perte de vue, enfin, c'était vraiment magique. Et tu te dis, bah, et puis tu te dis, ouais, tout le travail que tu as fait juste avant pour monter, ça a vraiment Ouais. valu le coup, hein. Et puis bah, tu te rendais pas compte, ouais, vu que c'était de nuit, enfin ce que tu as fait, hein. Et donc ouais, sur le chemin du retour, là, tu te dis, bon, maintenant comment je redescends? Ouais. Oui, oui, il n'y a pas d'ascenseur, donc là il faut redescendre. Et donc au début, on voit un pierrier, on se dit bah, peut-être là, ça serait plus simple. En fait, pas du tout. Toutes les pierres étaient lâches. Enfin, donc il y avait des risques bah, qu'on s'assomme en faisant tomber une pierre sur un autre randonneur. Donc on a vite abandonné l'idée. Et après, du coup, on est retourné sur nos traces dans la glace, dans la neige. Et puis à un moment, ouais, j'ai dû avoir un moment d'inattention, de fatigue, vu quand même ça faisait des gros efforts, hein. Et j'ai commencé à glisser, hein. Et j'ai réussi une première fois à m'arrêter avec le piolet, hein. Sauf que bah, c'était vraiment la première fois où je faisais ce genre d'arrêt en urgence, donc j'ai probablement dû mal le faire, hein. Et donc j'ai perdu le contrôle du piolet, hein. Et au final, j'ai continué à dévaler la pente. Et bah, t'as mon ami qui me dit «Ah, piolet, piolet!» Je dis «Oui, bah, je voudrais bien, mais je l'ai plus, là.» Et Ah, donc le piolet était resté planté plus haut et toi, t'as continué? ouais, ouais, exactement. Vu que j'ai aussi arrêté Ah la première ouais. fois, puis après, bah, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai glissé, enfin, j'ai continué, enfin, avec les gants, ça glissait. J'ai pas réussi à maintenir. Du coup, bah, moi, j'ai continué. Le piolet est resté attaché dans la paroi. Et puis j'ai dévalé, dévalé. Bon, si on voit le bon côté, 3 heures pour monter et 3 minutes pour descendre. Et puis au début, bah, donc j'arrive tout en bas. Je me dis, zut, si ça se trouve, j'ai tout cassé. Bon, déjà, enfin, j'ai pas vu de lumière blanche, donc à ce niveau-là, c'est plutôt positif. J'ai pas l'air d'avoir trop de douleur. Je dis, bon, est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge pas? Bon, je vais peut-être quand même bouger un peu pour voir. Et au final, bah, j'arrivais à marcher, j'arrivais à bouger les bras, donc je me dis, bah, nickel, rien de cassé, hein. Par contre, pareil, je vois ma jambe droite. Et en fait, bah, je glissais sur mon côté droit et mon pantalon était remonté et la glace avait arraché toute la peau. Donc c'était vraiment à vif. Et Ah. sauf que bah, aucune douleur, mais je pouvais marcher, pas de souci à ce niveau-là. Mais je me dis, bah mince, est-ce que je vais pouvoir continuer l'aventure ou ça y est, c'est fini. Puis là, je suis en milieu de nulle part. Et heureusement, en fait, il y avait une cabane avec des rangers. Ils venaient tout juste d'arriver.
Donc je lui dis, bon, bah déjà, je vais aller les voir et peut-être eux, ils peuvent appeler des secours ou ils ont du matos pour faire un bandage. Et au final, donc j'arrive, ils me font un bandage. Donc à nouveau, bah, je représente bien mon nom de Trell, hein, la momie, hein. Là, vraiment, là, c'était pour le coup, c'était vraiment, je portais le nom parfait, hein. Et après, c'était la possibilité, en fait, c'était soit on continuait sur le chemin prévu et après on avait le Forester Pass, qui est le plus haut sommet sur le PCT officiellement, qui est à 4000, dans des conditions un peu similaires, ou soit on faisait un détour plus simple, mais qui mettait plus de temps et on allait probablement manquer de nourriture, hein, parce que c'était pas prévu et on avait pris 8 jours de bouffe. Et c'était probablement 9 à 10 jours si on faisait le détour, hein. Et donc, on a décidé de continuer et de faire le Forester Pass. Ça s'est quand même bien passé, hein. Enfin, Ok. on a dû dormir sur un lacet parce qu'on arrivait trop tard. Mais du coup, on a dormi à ouais, 4000 mètres d'altitude. Mais on a réussi à le passer et puis à aller en ville. Puis là, j'ai pu soigner ma jambe un peu mieux. Et puis bah, après, il fallait que je change les bandages chaque jour, que je mette de la vaseline, mais j'ai réussi à faire le sentier en entier, hein. Et ça m'a montré ouais, que bah, quand tu as la volonté, tout est possible, hein. Ouais, ouais, ça c'est clair. En tout cas, ouais, punaise, j'imagine bien pour avoir failli partir une fois sur un espèce de gros névé gelé avec pas mal de vide en dessous en Suisse et tout. C'est un peu un truc qui m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, punaise, mais là, en fait, un peu comme toi, tu vois, je me suis engagé sur un truc, pas d'équipement, pas de crampons, il n'était pas censé y avoir de névé à cet endroit-là, à cette période, Mm. pas de piolet. Et à un moment donné, je me rends compte que ça passe pas du tout, tu vois. Je me dis, bon, je vais faire demi-tour. Je tente un demi-tour. Et en fait, j'étais vraiment sur une paroi complètement gelée, donc il fallait que je mette mes pieds dans les trous de chaussures de gars qui étaient passés avant que ça gèle, tu vois. Et je veux faire un demi-tour, je me rends compte que en fait, je peux pas tourner parce que sinon j'ai le pied qui part et je tombe. Enfin bon, le truc un peu horrible, quoi. Donc, franchement, ça a pas dû être super drôle le moment où tu t'es senti partir et que tu avais plus ton piolet, mais Ah bah, c'est clair, bon. mais ça va tellement vite toi, que tu t'as même pas Et le ouais, c'est temps ça. de réfléchir, quoi. T'es déjà en Ouais, bas, quoi, pratiquement. ouais, Et t'as juste le temps, temps de dire ouf, quoi. ouais. C'est intéressant ce que tu as partagé sur le fait que vous êtes retrouvés, vous êtes partis à deux, puis finalement vous êtes retrouvés à quatre. Euh, j'ai un peu l'impression que finalement que c'est un peu la tendance, c'est-à-dire que tu t'es lancé seul sur le CDT, mais en fait, enfin, est-ce que tu dirais que tu as vraiment été seul la majorité du temps, ou au final tu te retrouves avec des randonneurs qui font les mêmes sections que toi, avec qui tu vois, t'as des intérêts communs, vous avez les mêmes objectifs, et Ouais, en ça fait, ouais, t'es devient une jamais seul. aventure de groupe. Ouais, t'es jamais seul en randonnée, hein. Tu fais toujours des rencontres, que ce soit des randonneurs juste à la journée, tu peux discuter avec eux. Puis bah, les autres randonneurs qui font le même parcours que toi, donc si tu te lis d'amitié avec eux, bah, ça se passe très bien. Et donc tu fais le bivouac avec eux, tu manges le Ouais, dîner, puis bah, tu fais une journée avec, 2 journées, des fois 3 semaines, des fois plusieurs mois, selon la personne. Et donc t'es rarement seul dans ce type d'aventure. ouais, ouais. Ok. Euh, Si, alors là, tu nous as partagé une anecdote, voilà, une galère, enfin en tout cas, euh, pas forcément un accident, mais voilà, un imprévu qui se passe sur ce genre d'épreuve. Mais s'il y a un moment qui t'a vraiment marqué sur le CDT, tu dirais que c'est lequel? Oui, il y en a tellement, mais bah, je me rappelle ouais, de cette rencontre avec un prêtre qui vivait dans sa cabane au fin fond Ok, du Nouveau-Mexique. Et il faisait sa propre bière, son propre pain, il avait son petit potager
c'était dans le désert, quoi. Et il arrivait à subvenir à ses besoins. Puis un peu ouais, comme un ermite, mais ouais, le gars super bavard. J'étais avec d'autres randonneurs. On est arrivé à sa cabane. Il était aux alentours de 18 h. Je crois qu'il nous a parlé jusqu'à minuit. Ah ouais. Ah ouais, super intéressant. Il avait plein d'objets des natives américains à nous montrer. Il nous a montré son potager. Il était super fier. Il avait réussi à faire pousser plein de légumes. Alors qu'a priori, quand tu voyais son terrain, tu te dis, c'est pas évident ouais, de faire pousser des légumes. Il nous a fait tester il avait 3 types de bières. Il avait une IPA, je crois comme une Guinness et plutôt une blonde. Donc vraiment ouais, la rencontre improbable, enfin et par hasard quoi. Puis on a passé un super moment, on a beaucoup rigolé. C'est vrai, c'est vraiment ouais, dans ce type d'aventure, ouais, c'est vraiment les rencontres imprévues comme ça, ouais, Ouais. tu t'en rappelles après de toute ta vie quoi. C'est vraiment ce qui fait le charme, hein. Ouais, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et comment tu gères le retour c'est une question que j'aime bien poser des gens qui ont fait des défis sur des longues périodes de temps, tu vois, comme toi. Comment est-ce que tu gères le retour, alors j'allais dire à la réalité, en tout cas à une situation, on va dire, plus normale où tu es en France, je sais pas, peut-être que tu peux nous en dire plus, mais peut-être que tu as déjà retrouvé un job ou tu vas en chercher un. Mais comment ça se passe, ce Et, gros changement de rythme? et du coup, ouais, là, j'ai fait ouais, au plus vite ouais, pour retrouver un boulot. Je me suis réinscrit dans un club de badminton à Ok, faire de la compétition. D'ailleurs, ouais, j'ai une compète, c'est samedi là. ok. Je me suis mis aussi nouveau sport. Je me suis lancé dans le trail et Ah bien, j'ai fait 2 petites courses, une de 10 km 5 et une de 13 km en nocturne. Et bah voilà, de tester ouais, d'autres sports, de lancer d'autres défis, voir ouais, qu'est-ce que je peux faire. Surtout, ouais, de pas se morfondre dans son canapé et se dire, oh, c'était trop bien, et maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, toujours avoir ouais. des projets et rebondir pour pas avoir ouais, le blues, quoi, de l'aventure. Et ça, c'est le pied, ouais, après, ouais, c'est vraiment un engrenage. Et donc, il faut toujours ouais, avoir des projets sympathiques qui donnent envie de te lever chaque matin et de repartir faire des trucs, quoi. Et donc là, comment tu te projettes? Est-ce qu'il y a maintenant que tu as fait le PCT, le CDT, et il en manque un troisième, il me semble. Ouais, c'est l'Appalachian Trail, ouais, côte Est, Ouais, c'est le plus court hein, des trois, mais c'est celui qui a le plus de dénivelé, hein. C'est des petites montagnes et en gros, tu vas tout en haut, tout en bas, tout en haut, tout en bas. Et ça, c'est pendant 3500 km, je crois, hein. ok. Et après, son surnom, c'est le Green Tunnel, le tunnel vert, parce que tu es principalement en forêt, hein. Et celui-là, il m'attire un peu moins. Mais Ok. après, enfin, surtout après une grosse aventure, c'est difficile ouais, de se dire tout de suite, ça y est, je vais refaire Ouais. super long trail, partir des mois. Là, j'ai plus ouais, envie de faire plus des micro-aventures. La dernière, c'était il y a 2 week-ends, je suis allé faire un petit tour en Bretagne. Voilà, juste ouais, faire des petites randos avec des amis dans des coins que je connais ou que je connais moins bien pour toujours découvrir. Ouais, c'est Ouais. souvent aussi, même à côté de chez soi, on a des super aventures qui sont possibles. Pas besoin Complètement. non plus tout le temps d'aller au fin fond du monde pour trouver une aventure. Des fois, ça peut être juste son jardin, hein. Complètement. Complètement. J'ai fait un épisode, tu vois, si ça t'intéresse, si tu l'as pas déjà écouté, parce que je sais que tu écoutes souvent Oui, le sous podcast. les micro-aventures, hein. Ah bah voilà, tu l'as écouté. Avec Chloé Dardelé, j'ai plus le numéro d'épisode en tête, mais c'est une fille qui fait ça. Enfin, qui fait ça, qui est vraiment adepte des micro-aventures. Donc, bon, bah cool si tu l'as déjà écouté. S'il y en a qui l'ont pas écouté, foncez. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode de Rémi. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Pas forcément besoin de partir loin et longtemps pour vivre des choses incroyables.
Puis surtout en France, on a de quoi faire, hein, Ouais, c'est clair. entre C'est clair. les Pyrénées, les Alpes, Gorge du Verdon, la Corse, la Bretagne, Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Massif central. On a des très Ouais. jolis coins, hein. Ouais, non, il y a de quoi faire. Super. Bah écoute Rémi, franchement c'était passionnant. Je sais pas, ouais, je crois que j'avais déjà dit à Cindy et à Jeanne, etc. Je sais pas si un jour j'arriverai à trouver le temps, ou plutôt j'aurai le courage de prendre le temps de faire une marche au long cours comme vous. En tout cas, c'est vraiment fascinant de voir à chaque fois, d'entendre à chaque fois ces récits. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette reconnexion qui se fait, où vous revenez à des réalités un peu plus terre à terre, de où dormir, où manger, où trouver de l'eau. Peut-être que ça fait du bien en fait tu vois, à une époque où on vit tous à des rythmes infernaux. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Qu'est-ce que ce serait pour toi le message de la fin que tu aurais envie de faire passer? Bah, juste de se lancer, hein, peu importe votre activité, hein, que ce soit le vélo, la marche, la nage, hein, j'en sais rien, de juste, si vous avez un rêve, ouais, allez-y, hein, c'est même si ça se passe mal, vous allez toujours apprendre à quelque chose, vous allez découvrir quelque chose sur vous, vous allez découvrir un nouvel endroit, et ça fait toujours des souvenirs, des anecdotes à raconter autour d'un verre, et Ouais, ou d'un ouais, ouais, podcast. oui, ou un podcast, tout à fait, avec Loïc. Yes. Super. Super message. Merci beaucoup Rémi. C'était top d'avoir ton débrief de ton CDT récent. Est-ce que tu as prévu je sais pas, de publier un récit écrit, de faire un article, des vidéos sur le sujet que les gens pourraient consulter en plus de cet épisode? Il y a le journal Ouest France qui a fait un petit article en début de mois de novembre sur moi. Ok. Après, j'ai le Instagram où je publie des photos quand j'ai envie, le temps. Et puis pour l'instant, pas encore de projet de livre, mais après, qui sait, hein, je connais pas l'avenir, donc si ça se trouve, un jour, j'aurai Ouais. l'envie de me plancher, ouais, sur un ou des bouquins, on sait pas. Pour l'instant, c'est pas le projet, c'est juste de profiter, ouais, de la nature, et puis après, on verra. Excellent. Excellent. Eh ben, encore une fois, merci beaucoup Rémi pour ton temps, pour tout ce que tu as bien voulu partager. Et puis, bah Merci à toi, écoute, Loïc, c'était super, hein, ce petit partage, ouais, c'était très agréable. Peut-être ah bah une écoute, prochaine tant fois, mieux. hein. Ouais, exactement. Prochaine fois pour que tu nous parles, je sais pas, ton premier ultra nocturne, qui sait, c'est peut-être ce qui va se passer, hein. Ah ouais, on sait pas, hein, ouais, j'ai parti à 10, 13, après ça va monter. Ouais, j'ai peut-être essayé en 2023 déjà de faire un semi entre elles, et après on verra Ouais. si Ouais, j'ai fais la gaffe, capacité, la volonté. ouais, ouais, bon, vu ce que tu as fait, la capacité, la volonté, j'ai pas de doute, mais fais gaffe au virus du trail, hein, ça prend. Et ouais, moi je crois que j'ai fait 10 km la Saint-Élion, semi-marathon, marathon, donc n'importe quoi en termes d'ordre. La PTL cet été, enfin, fais gaffe, parce qu'une fois que tu as mis le doigt dedans, c'est compliqué. Mais, Super, bah écoute, merci beaucoup Rémi, excellente continuation à toi, et puis bah à une prochaine alors. ouais, une prochaine.